10 étapes concrètes pour maximiser la collaboration entre les équipes Product and Sales, Customer Facing de manière générale. C'est quelque chose qui est super important, c'est quelque chose qui est crucial, qui peut avoir un impact très fort sur ton produit comme sur les objectifs de ton entreprise. Si tu ressens ou tu vis ça. Imaginez que votre produit, c'est un restaurant. Vous, product, vous êtes dans la cuisine. Et les sales, c'est vos serveurs. Pas s'entendre avec les sales, ça veut dire avoir des serveurs qui vont mal vendre les plats de la carte, vendre des plats qui ne sont pas sur la carte, et de l'autre côté, que vous allez continuer à créer des plats que personne ne veut commander. C'est la recette pour l'échec. Ou même tout simplement ça. Salut, les sales et le produit dans ta boîte, c'est comme la colonne vertébrale de ton entreprise. Si les deux sont pas bien alignés, ton entreprise ne pourra pas avancer droit. Côté commercial, si les fonctionnalités qui sortent ne répondent pas aux besoins des clients, tu vas avoir des équipes commerciales qui sont complètement à plat. De même, côté product engineering, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils développent les choses et que derrière, il n'y a pas d'impact sur la satisfaction client ou sur la performance de l'entreprise, tu vas aussi avoir des équipes product engineering démotivées. Ou ça. Le fait d'avoir une mauvaise relation entre ces équipes, ça se traduit par un manque de communication, un manque de compréhension mutuelle. Ça peut entraîner des erreurs du coup dans les insights qui sont remontés, les attentes des clients, les problèmes qu'ils rencontrent afin qu'on puisse prendre les bonnes décisions au développement des produits. Et du coup, ça va aussi affecter la qualité des produits qu'on va pouvoir développer. Et donc, un environnement de travail qui peut être un peu tendu, ça va réduire la motivation des équipes, l'efficacité des parties prenantes dans ces projets-là, réduire la productivité globale de l'entreprise. Tu es sur la bonne vidéo. Je vais te partager des symptômes que j'ai pu identifier. Certains sont connus, d'autres un petit peu moins. Et ces symptômes te permettent de commencer en fait à jauger à quel point cette relation product et sales peut être améliorable, même si on peut toujours améliorer les choses, mais vous vous positionnez dans ton entreprise et donc vraiment te dire ok, là j'ai un symptôme qui est activé, voilà, j'ai potentiellement une solution, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, pour répondre à ces symptômes-là, je vais te proposer aussi 10 recommandations que j'ai pu tester, qui sont très facilement activables, one by one ou dans son ensemble, pour que tu puisses vraiment avoir cette relation ultra efficace entre une équipe produit et une équipe customer facing. Avant de démarrer, il y a un truc qui est important à préciser. Dans cette vidéo, je ne cherche ni à taper sur les équipes customer facing d'une manière globale, que ce soit les sales, les CAM, les CSM, les care, ni à taper sur les doigts, entre guillemets, des équipes produits. L'idée là, elle est vraiment plus de mettre en avant les différents symptômes que j'ai pu identifier et des recommandations, des clés de succès dessus, des recommandations qui puissent vraiment t'aider à changer la donne là-dessus. C'est vraiment de proposer des solutions qui viennent de mes propres expériences et de ce que j'ai pu aussi lire à gauche et à droite et vraiment de condenser le tout dans une sorte de checklist qui te permet de maximiser cette relation. Dans cette vidéo, je vais mentionner à plusieurs reprises l'équipe produit, la partie product engineering et la partie customer facing. À savoir que l'équipe produit, ça englobe les product managers, la partie product marketing et les product designers. La partie product engineering, ça englobe toute la partie produit qu'on vient de voir, plus les développeurs, la partie data et les DevOps. Et enfin, la partie customer facing, c'est dans son ensemble, dans lesquels en fait on va venir englober toute la partie sales, toute la partie customer success et customer care. Le premier symptôme que je veux te partager, qui est sûrement un des plus connus, c'est avoir des équipes qui vendent l'inexistant. Ben oui, tu connais cette fameuse phrase, ouais en fait pour vendre j'avais besoin de ça, ci, ça et tout, je voulais closer, il manquait ça, boum on y allait quoi. En fait pour atteindre leur objectif, les équipes, que ce soit sales ou customer facing de manière globale, peuvent peut-être parfois entre guillemets survendre la roadmap pour venir closer un deal. Alors en effet, ça peut arriver, et c'est pas grave en soi si c'est survendu de manière plutôt intelligente et constructive, dans le sens où aller vendre quelque chose qui n'est pas du tout dans la roadmap et qui ne fait même pas partie de la stratégie, c'est là où c'est problématique, parce que aller vendre quelque chose qui n'est pas encore prêt ou qui va arriver plus tard dans les semaines à venir pour un gros deal, de manière exceptionnelle, on doit être aussi en capacité de s'adapter et de pouvoir répondre au business. Et c'est vraiment le premier point qui est compliqué, quelque chose qui n'est pas du tout prévu ou dans très longtemps, voire pas du tout. Là, c'est compliqué parce que ça nous fait chambouler la roadmap pour s'adapter. On vient mettre une pression psychologique sur les équipes, ça dégrade en plus le niveau de confiance que les équipes produits peuvent avoir dans les équipes customer facing de manière générale. Ça vient impacter ce qu'on voulait faire dans l'ordre qu'on voulait faire et aussi tous les OKR. Enfin vraiment, il y a un impact qui peut être assez dangereux et important. Si tu l'identifies, tu es déjà dans une relation qui n'est pas la plus saine et qu'on peut aller l'améliorer. Le deuxième symptôme, une fonctionnalité imprévue
pour l'équipe Customer Facing. C'est pas imprévu dans le bon sens. C'est pas oh trop cool une nouvelle fonctionnalité, génial. Non, c'est plutôt tiens, il y a une nouvelle fonctionnalité, mais je sais pas ce que c'est et je dois en parler à mon client. J'ai une démo sur le truc, par contre je comprends pas c'est quoi, d'où ça sort. Ça c'est un vrai symptôme, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'on a une équipe produit pour le coup là, qui transmet pas les informations correctement dans les temps, avec toute la documentation qui est nécessaire et les formations qui sont nécessaires avant la mise en production. Alors oui, on pourrait se dire, c'est aussi aux équipes Customer Facing de poser des questions, certes, et c'est très bien d'être proactif, mais ça fait quand même partie inhérente du rôle des membres de l'équipe produit de très naturellement préparer et faire le nécessaire pour que toutes les différentes équipes soient formées et prêtes à toute nouvelle fonctionnalité. Troisième symptôme, l'incompréhension des rôles. J'ai souvent vu des équipes sales et des équipes product engineering, juste qui comprennent pas l'impact de chacun. Et je vais avoir d'un côté, c'est des gens qui codent ou des gens qui réfléchissent, etc. C'est cool, machin, je comprends pas trop. Et de l'autre côté, c'est des gens qui vendent, faut nous laisser faire notre truc, quoi. Spoiler alerte, l'un sans l'autre, ça fonctionnera pas. D'accord ? Après, oui, en effet, je vais dans un SaaS ultra PLG, peut-être moins besoin d'une énorme équipe sales, etc. Mais tu auras toujours besoin de gens. D'accord ? Donc, il faut démystifier ça et il faut connaître le travail de l'autre, les problématiques de l'autre, son quotidien, pour pouvoir vraiment travailler ensemble. L'élément le plus connu sur l'incompréhension, c'est sur la discovery. Côté Customer Facing, c'est de dire, nous, côté Customer Facing, qu'on soit Sales ou CSM ou Care, etc., on connaît notre marché, on connaît nos clients, on connaît notre produit, ça fait des mois, voire des années qu'on échange, on sait déjà ce qu'il faut faire pour nos clients. Pourquoi un product manager, par exemple, va passer du temps à faire une discovery ? Pourquoi une product marketing manager va passer autant de temps à faire une analyse marché pour retravailler avec le product manager, etc., etc. On l'a tous déjà entendu, ça. Ça, c'est parce qu'il y a une incompréhension du rôle et de l'impact des actions que chacun va faire. Ça, c'est un véritable symptôme d'une potentielle mauvaise collaboration. Quatrième symptôme, la divergence des objectifs entre ces équipes-là, elle peut avoir un impact assez compliqué. Ça peut créer des tensions. On va avoir quelqu'un, côté Customer Facing, on va avoir une partie de l'équipe ou même une équipe entière qui va avoir un objectif A et du coup qui va pousser auprès de l'équipe produit pour avoir des choses comme ci ou comme ça, sauf que côté produit, l'objectif n'est pas du tout A, il est B voire C, et en fait qui peut pas se permettre d'investir du temps dans ce que va demander les autres équipes puisque les objectifs divergent. Et là, c'est compliqué en fait vraiment d'aligner les équipes et du coup, on recrée des tensions entre les équipes où ouais, mais moi je dois faire ci, je dois faire ça. Donc c'est important d'avoir des objectifs qui ne divergent pas. Comment on fait ça ? Ça, on va le voir juste après. En tout cas, moi, je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place, nous, de notre côté, pour que ça fonctionne. Cinquième symptôme, un manque d'alignement sur les choix tactiques entre les équipes Customer Facing et produits. Alors, il y a un symptôme qui réside aujourd'hui dans une écoute insuffisante entre ces différentes équipes-là. Car l'absence d'échange crée un déséquilibre dans la collaboration. Et du coup, si vous n'avez pas tout le monde qui est aligné sur les directions à prendre, ça peut être assez compliqué de comprendre le comment du pourquoi et donc d'avoir un engagement certain, une implication certaine des deux équipes sur les mêmes nouvelles fonctionnalités ou améliorations, nouveaux produits, etc. Et donc, de manière plus globale, la stratégie. Sixième symptôme, quand tu as des équipes Customer Facing frustrées par le manque d'informations. Quand je parle de manque d'informations, je dis pas que l'équipe Customer Facing n'en donne pas assez, par exemple. Quand tu as des équipes produits qui ont une connaissance du marché et de leurs produits qui est inférieure à celle des équipes Customer Facing, ça peut créer de la frustration auprès de ces équipes-là parce qu'elles ont cette sensation de répéter les choses et voire parfois de dire des choses assez logiques qui ne sont pas comprises en face par exemple un product manager qui est censé très bien gérer son produit, en tout cas un minimum le connaître, assez bien connaître le marché. Cette phase est en dehors de la phase de ramp-up. Évidemment, quand une personne arrive, elle a une phase de ramp-up, on va pas lui demander de connaître parfaitement son produit ou son marché. Néanmoins, quand on sort de cette phase de ramp-up, qui peut être plus ou moins longue en fonction du produit et du marché, ça peut être à peu près 3 mois, comme ça peut être 6 mois, voire 12 mois, tout va dépendre de la complexité, de la richesse du marché et du produit, mais en tout cas, quelle que soit cette phase de ramp-up, et à un moment donné, on la termine. Il faut qu'à la fin de cette phase de ramp-up, ou les semaines qu'on suit la phase de ramp-up, on ait des product managers qui sont en capacité à bien comprendre les retours qu'on a, bien comprendre la valeur, l'impact que ça peut avoir, à venir challenger ces retours-là. C'est un des éléments qui permet demain d'avoir des très bons retours et de savoir les utiliser correctement et donc de créer le produit à succès qu'on essaie de faire. Septième symptôme, les dates de mise en production qui sont pas respectées. Alors évidemment, les dates non respectées, ça arrive. Il n'y a aucun souci et la plupart du temps, en tout cas dans la majorité des boîtes saines, c'est légit dans le sens où c'est pas les équipes qui font exprès. Donc il y a vraiment des raisons qui font que néanmoins, ne pas oublier que de l'autre côté, sur les équipes Customer Facing, on a quand même des équipes qui sont face aux clients, qui sont potentiellement appuyées sur les retours des équipes produits sur le délai qui était annoncé, qui ont peut-être même pris des pincettes sur ce délai en disant approximativement, ou qui ont peut-être même rajouté une sorte de safety zone en disant en se mettant 2 semaines de plus, mais qui malgré tout, 2, 3, 4 semaines, 1 mois et demi, 2 mois après,
la feature n'est toujours pas là. Bah, ces équipes-là se retrouvent quand même face à un client qui leur dit attendez, j'ai signé parce qu'il y avait cette feature-là, j'ai changé mon forfait, mais c'est où en fait? Et donc on a des équipes customer facing qui sont frustrées, qui doivent gérer en plus de leur travail quotidien ce genre de mésaventures, qui doivent réadapter leur discours, qui doivent aller chercher l'information à gauche à droite, qui doivent vraiment retravailler tout ça. Et ça peut être très impactant psychologiquement aussi, c'est une vraie charge mentale, donc il faut le prendre en considération, il faut y faire attention. Le dernier symptôme que j'ai identifié, c'est la proposition de valeur de la nouvelle fonctionnalité ou du nouveau produit, elle est incomprise par ces équipes-là. Donc tu peux mettre tous les efforts du monde côté product. Si derrière tes équipes customer facing, encore une fois de manière générale, que ce soit la partie commerce, la partie CSM, etc., si ces équipes-là ne comprennent pas l'impact, la valeur, le message qui est derrière, les bénéfices fonctionnels, émotionnels, etc., on a un problème. C'est un vrai symptôme. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de collaboration et que finalement, on a des équipes customer facing qui récupèrent un truc et qui essayent plus ou moins de se débrouiller derrière. C'est pas acceptable parce que, en fait, ça veut dire que tu as des équipes customer facing qui ne saisissent pas complètement l'impact, la valeur de cette nouvelle fonctionnalité / produit, si c'est un produit, pour soit les clients actuels, soit pour les potentiels. Et ça peut avoir des conséquences assez néfastes, assez importantes, à la fois pour le succès du produit, / de la feature, et de manière plus globale, pour les objectifs de l'entreprise. Bon, maintenant qu'on a vu nos 8 symptômes, est-ce que tu te repères dedans? Est-ce que tu en vois certains, etc.? N'hésite pas à me partager en commentaire si, dans ces 8 symptômes, tu en as déjà toi identifié. Vraiment, n'hésite pas à me partager. Dis-moi aussi si tu as fait quelque chose dessus. Avec grand plaisir pour l'avoir et ça peut servir à n'importe qui, donc vas-y. Je te propose qu'on passe aux recommandations. La première recommandation que je peux te faire, c'est de s'assurer qu'il y ait un très bon échange, une très bonne relation entre les top managers des deux expertises. Dans notre cas, c'était le CPO, moi-même, et le CSO, le Chief Sales Officer. Plus cette relation sera saine et efficace, plus le reste va dérouler. Ça va se répercuter sur les équipes. Tout le monde va sentir que la relation est bonne et qu'elle est saine, et donc du coup que les échanges qu'ils doivent avoir aussi entre les équipes doivent aller en ce sens-là. De plus, tu vas avoir 2 top managers qui vont faire le maximum pour que auprès de leur équipe, cette même relation que eux ont déjà, soit la même dans leurs équipes. C'est drivé par l'exemple. Donc cette relation, elle a vraiment un impact à la fois entre ces 2 personnes-là pour s'aligner, travailler ensemble, prendre des décisions ensemble, mais également et beaucoup auprès des équipes. Il y a beaucoup d'échanges qui doivent être réguliers entre ces 2 personnes-là. Il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises ensemble. De notre côté, on se voyait toutes les semaines et on travaillait ensemble toutes les directions stratégiques. On travaillait sur les différentes problématiques que je voulais aller chercher, que ce soit des problématiques business, mais même aussi utilisateurs, puisque le lien est assez fort entre les deux. Et on déterminait aussi les thématiques, les outcomes et tout un tas d'éléments qui vont en ce sens-là. À partir de là, on pouvait du coup définir les objectifs communs pour qu'on puisse faire avancer nos équipes ensemble et du coup les KR associés. La deuxième recommandation que je peux te faire et qui est, tu vas voir, logique mais qui pourtant n'est vraiment pas appliquée dans toutes les boîtes, c'est tout simplement de co-construire avec les équipes. Une équipe produit qui construit sa roadmap dans son coin et qui dit voilà la direction qu'on va prendre, allez les gars on y va, on se motive. On va pas réussir vraiment à motiver tout le monde, même si on peut penser que les décisions sont bonnes, on va quand même perdre un petit peu en motivation. Il est important que chacun soit impliqué, que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice et que chacun se sente concerné par les décisions qui sont prises ou qui ont été prises ou qui vont être prises. Et pour ça, de notre côté, on a mis tout un tas de systèmes qui nous permettent vraiment d'impliquer les équipes customer facing, quelles qu'elles soient, dans le process du début à la fin pour la création des directions tactiques de la roadmap. On a mis en place tout un système de scoring, tout un système qui nous a permis, colonne par colonne, d'avoir le retour des équipes customer facing. On a mis en place des meetings dans lesquels on travaillait ça avec eux pour chaque initiative. Ils partageaient leur avis, leur ressenti sur ces nouvelles fonctionnalités, sur ces évolutions, par rapport à comment le marché va réagir selon eux, comment les clients peuvent réagir, en quoi ça va permettre de faire grossir l'entreprise, d'atteindre nos objectifs, en quoi ça va permettre de booster la rétention de nos produits, donc de nos utilisateurs, etc., etc. On est venu compléter ce scoring avec un système d'insight assez costaud qu'on a travaillé dans Notion. Il y a tout un article dessus, je vous laisserai aller regarder avec tout un tas de screenshots pour vraiment vous faire une idée si ça vous intéresse. Mais ce système d'insight nous a vraiment permis de voir des échanges de manière continuelle pour venir nourrir la roadmap et continuer à se challenger de manière régulière. On a aussi fait en sorte d'encourager le terrain, c'est-à-dire qu'on demande au maximum aux équipes de faire partie d'entretiens
des équipes customer facing en mode shadow. On ne demande pas aux équipes forcément d'intervenir, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas une obligation, mais le fait d'être présent permet de voir beaucoup de choses, à la fois de comprendre certaines problématiques, les besoins des clients, les questions qui sont posées, mais aussi de voir un peu comment le produit peut être présenté par nos équipes, potentiellement de voir comment on peut s'adapter, ce qui peut ne pas être compris, à la fois par nos clients, mais aussi parfois par nos propres équipes, puisque parfois on pense que tout est clair, et dans la présentation on se rend compte que ça ne l'est pas toujours. Donc c'était vraiment un bon point, que je pense que nous n'avons pas assez poussé et qu'il faudrait mettre ce genre de choses en place. Il faut toujours dans cette notion de co-construction maintenir une compréhension, une visibilité de ta démarche. Tu fais des choses quotidiennement en tant que product manager, product marketing, product designer. Il faut que ces démarches que tu as quotidiennement, elles soient claires pour tout le monde et qu'elles soient partagées ou alors accessibles très facilement. Un sujet A qui a été identifié, validé grâce à un alignement, dans ta discovery, dans ton analyse, tu te rends compte pour des raisons qui sont sûrement légitimes, que finalement, ça va être dépriorisé pour mettre B. Et ça, il n'y a pas de souci si on peut le prouver et qu'il y a vraiment un impact derrière. Mais il est primordial que les autres équipes soient au courant et pourquoi cette décision a été prise. Donc il faut le partager, il ne faut pas que du jour au lendemain on se rende compte que la fonctionnalité qui était prévue n'est pas celle qui est sortie et que là on rentre en fait dans un système de symptômes. Enfin, toujours dans la co-construction, c'est la mise en place de réunions, qui était la réunion trimestrielle dans laquelle on avait initialement que moi avec mes équipes, où les équipes devaient me présenter les prochaines étapes qu'elles pensaient pertinentes et impactantes pour l'évolution du produit et donc la croissance de l'entreprise. Et à partir de là, on déterminait si c'était intéressant, on validait ou pas, et ainsi de suite. Avec le recul, et c'est ce sur quoi on était en train d'aller avant que je quitte l'entreprise, c'est que dans ce meeting, il faut que tu ajoutes le CSO, le Chief Sales Officer, et tout autre C-level qui va avoir un impact direct sur les sujets de ta roadmap. Typiquement, le COO dans notre cas, qui avait les équipes Ops sous lui. Donc les avoir directement dans ce meeting, c'est super intéressant, car ça permet tout de suite d'être challengé par les expertises sur le comment, du pourquoi, etc. Et en plus, ça leur donne de la visibilité sur ce qui va arriver et sur le pourquoi ça va arriver, pour que dès la fin de ce meeting, en plus de t'avoir donné énormément d'insights, et donc des choses, des billes vraiment pour aller creuser et retravailler, avoir un changement potentiel de direction, ça leur permet aussi de leur côté d'en parler aux équipes, commencer à teaser le truc, et potentiellement aussi d'avoir des retours qu'ils pourraient te partager. L'impact, il l'est, puisque nous on l'a vécu, donc il faut vraiment continuer en ce sens-là. Donc grâce aux points qu'on vient de voir, les deux premiers, la troisième reco que je peux te faire, c'est avoir un alignement tactique. Les deux premiers points t'ont permis un alignement qui est relativement bon, que ce soit stratégique et vraiment auprès des équipes. On passe vraiment à la planification des KR cross-team. Ça permet vraiment, une fois qu'on a vu, qu'on a fait les réunions, les échanges commencent vraiment à être bons, et le fait de planifier les KR qui vont être associés à tout ça et de les aligner de manière cross-team va encore plus appuyer cet échange-là et cette relation dans le positif, dans l'efficience et dans l'intérêt de le faire. À partir de là, on a commencé à définir des actions par équipe pour un même sujet, et globalement, on a 3 blocs sur une même slide. La slide, c'est par exemple le nom d'une feature X qui doit arriver, une fonctionnalité X. Et pour cette même fonctionnalité, on va déterminer donc les KR et les actions que tu vas retrouver dans chacun des blocs, un bloc étant un bloc par équipe. Donc ça montre en une slide que tu as 3 expertises qui travaillent sur la même fonctionnalité et qui ont partagé ces informations ensemble pour être sûr que les actions soient bien alignées sur le même élément. La 4e recommandation que je peux te partager, c'est d'arrêter les présentations COMEX en silo. Parce que traditionnellement, c'est ce qui se passe, on va avoir des C-level, en tout cas les top managers par expertise, qui vont présenter les résultats de ce dernier quarter, les problématiques, les insights, les highlights, les lowlights, etc. Et ce qui va arriver sur à minima les 3 prochains quarters, comment on travaille dessus. Mais de manière individuelle. Et chaque expertise va passer. La réussite de l'entreprise, elle passe par la collaboration des équipes. Une seule et même équipe qui contient des expertises différentes et non pas plusieurs équipes différentes qui travaillent pour une entreprise. Pour continuer d'aller dans ce sens-là, les présentations au COMEX se faisaient en duo sur la partie CPO et CSO. Évidemment, on avait aussi chacun de nos slides qui étaient liés à notre expertise, mais on avait des slides en commun, on rebondissait chacun sur les sujets de l'autre, et le fait de présenter en duo, ça a été d'ailleurs très bien reçu, ça permettait vraiment de montrer que les réflexions stratégiques avaient été réalisées ensemble, et qu'on n'avait pas des ambitions chacun de notre côté, qui étaient juste trop compliquées à atteindre, parce qu'en fait l'autre n'était pas au courant. Et en plus de ça, ça permet d'assurer des objectifs et des résultats concrets en cross-team, puisque la stratégie a été faite ensemble, et on les repartage encore ensemble. Comment est-ce qu'on va au bout des choses? La prochaine recommandation que je te partage, c'est la notion de synergie et de coordination de ces équipes-là au moment de la mise en place des sujets.
tu développes une feature, vous travaillez sur une nouvelle fonctionnalité, tout le monde est au courant évidemment de cette fonctionnalité parce que ça y est, on n'est plus trop dans les symptômes, on a réussi à les absorber, on a mis en place des recommandations. Néanmoins, on n'a pas vraiment aligné la notion de coordination de déploiement. Et là, ça crée un problème parce qu'il y a un risque d'impact sur la réussite de l'objectif, puisque même si la fonctionnalité est top, si derrière tout n'est pas réadapté pour cette fonctionnalité à minima les premiers mois, c'est-à-dire les discours, que ce soit côté commerce, que ce soit côté CSM, mais tout un tas d'autres sujets comme de la documentation et tout, enfin, il faut vraiment qu'il y ait une checklist de stratégie de déploiement qui est mise en place, qui était quasiment la même pour chaque nouveau sujet, qui était disponible dès le début d'un nouveau sujet, et en fonction du sujet, il y a certaines de ces lignes-là, certaines de ces actions qui n'étaient pas forcément nécessaires, et donc elles se mettaient en not needed, et on les travaillait pas. Pour chacune de ces actions, elles n'étaient pas oubliées, elles étaient identifiées par équipe, donc ça nous permettait de nous assurer que dès qu'une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité devait être à disposition de nos clients, et il y avait toute une stratégie de déploiement qui était prête pour cela. La 6e recommandation, ça peut paraître anodin ou logique, c'est la formation des équipes aux nouvelles fonctionnalités. Il faut que les équipes les aient vues, qu'elles aient eu des démos par les product managers ou la partie product marketing, que ces personnes-là puissent poser des questions, puissent vraiment être à l'aise à la présentation. Dans ces présentations-là, nous, c'est ce qu'on mettait en place. Au-delà du day-to-day, il y avait des formations de présentation qui étaient dédiées à ça, où on voyait concrètement ce qui allait arriver, que ce soit le visuel, que ce soit le flow utilisateur, le design, enfin vraiment l'ensemble des éléments qui allaient arriver sur cette nouvelle fonctionnalité. C'était bien évidemment ouvert à un maximum de questions. Toute personne de l'entreprise pouvait venir et devait venir au maximum. On répondait à tout ce qu'on pouvait dessus pour assurer un maximum de compréhension de cet élément-là. On profitait de cet élément-là, puisqu'on continue d'appuyer sur cette collaboration Product Sales and Customer Facing Team en général, pour rappeler les objectifs cross-team. Cette présentation, elle était gérée par la Product Marketing et le Product Manager du sujet. 7e recommandation, et pas des moindres, la documentation et les supports de vente. Alors malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment juste faire quelques bullet points à gauche à droite, voire pas faire de documentation. Néanmoins, c'est quand même super important. Je vais passer quand même toute la partie pourquoi c'est important de faire de la documentation, et dans tous les cas dans lesquels c'est important. On va vraiment se focus sur ce sujet de relations product and sales. Tu viens instaurer une vision partagée des fonctionnalités. Cette mission, elle a été intégralement chapeautée par la PMM chez nous, qui a fait un super taf là-dessus. Et on partageait par nouvelles fonctionnalités, on y partageait tout un tas d'informations macro. Donc le persona cible, la typologie de développement, est-ce que c'est une nouveauté, est-ce que c'est une amélioration, etc. Les clients concernés. On parlait aussi des bénéfices émotionnels et fonctionnels. Donc ça permet dans la partie Customer Facing Team d'appuyer sur la partie fonctionnelle et ou émotionnelle. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Tout le monde ne le fait pas. On oublie de parler d'émotion. Quand on travaille une fonctionnalité à un produit, on vient générer de l'émotion. Donc la frustration, la rage, l'effet d'être énervé, de perdre du temps, etc., ça vient générer des émotions et on peut régler un problème aussi en parlant de l'émotion. Il faut vraiment faire ce lien-là qui est très fort et qui fonctionne très bien avec l'humain. Ensuite, on partage aussi beaucoup de ressources pertinentes pour le sujet. Par exemple, un deck dédié à cette fonctionnalité, donc pré-rempli, beaucoup d'informations dedans, qui permet en quelques slides de savoir très facilement et très concrètement à quoi sert cette fonctionnalité, à quoi elle va ressembler, etc. pour que tes équipes Customer Facing puissent récupérer ce document-là et le retravailler un minimum derrière, par exemple mettre le nom du nouveau client potentiel ou du client avec qui ils vont être pendant le call, mettre quelques logos à gauche, à droite, etc. pour vraiment venir l'adapter et le personnaliser pour le client. On avait aussi tout un tas d'informations qui permettaient de s'assurer d'avoir les bonnes informations, d'avoir toutes les informations qui existaient, typiquement sur tous les posts des réseaux sociaux qu'on a pu faire ou les emails qui ont été envoyés au client sur cette fonctionnalité-là. Pourquoi ? Parce que ça permet de t'assurer qu'il n'y ait pas de dissonance dans le discours. Si un client te dit tiens, c'est vrai que machin, etc., il s'est passé ça, c'est intéressant, et qu'en fait ces équipes-là ne sont pas au courant parce que ils n'ont même pas vu le mail passer ou ils n'ont pas vu le post LinkedIn, ça peut arriver. Là, le fait qu'ils aient tout dedans et eux peuvent même réappuyer, c'est vraiment moyen de rebondir sur tout un tas dessus. Donc c'est pour ça qu'on les a rajoutés. 8e recommandation, planifier des réunions hebdomadaires. En plus du weekly que j'avais avec le CSO, on a mis en place un time blocker weekly où le CSO était disponible pendant
45 minutes, 1 heure, tous les mercredis matin, pour l'équipe Product Engineering. Donc n'importe qui pouvait rejoindre ce call, donc on pouvait échanger directement avec le CSO, poser des questions, voir comment ça pouvait impacter sa stratégie, voir est-ce que, regarde ce qu'on met en place, qu'est-ce que tu en penses, vraiment se faire challenger dans les deux sens, creuser des deux côtés, poser des questions peut-être un peu plus business pour voir s'il y avait des choses à travailler par rapport à ce qui était prévu. Et en plus de ça, ça permettait d'impliquer encore plus le CSO dans les échanges et pour que lui aussi puisse se sentir encore plus impliqué pour que les décisions viennent de tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes l'équipe produit que vous êtes les seuls décisionnaires des prochaines évolutions. Le produit va fonctionner parce que vous avez réussi à avoir toutes les bonnes actions. Avoir la possibilité d'impliquer toutes les équipes, dont les C-level, est primordial pour la réussite produit et donc de l'entreprise. Et donc là, ce time blocker, il sert vraiment une implication active de tout le monde pour les décisions et donc l'alignement. Et ça crée vraiment ce sentiment partagé d'engagement. Et ça, c'est super important. Et grâce à ce time blocker, parfois, on posait des questions qu'on n'aurait peut-être pas posées avant ou peut-être jamais parce qu'on n'avait pas 1 heure par semaine. On se voyait 1 heure tous les je ne sais pas combien de temps et en 1 heure tous les je ne sais pas combien de temps. Tu n'as pas forcément le temps de penser à tout. Tu n'as pas le temps d'avoir tous les détails et même la personne à qui tu poses les questions, elle pense pas forcément à toutes les bonnes réponses au bon moment. Donc le fait de se voir toutes les semaines, ça permet aussi parfois de revenir sur ce qui s'est dit avant, ça permet de rechallenger ce qui s'est dit avant, ça permet d'aller plus loin, ça permet de rééquilibrer. On a travaillé sur un système de ROI. Le fait de se voir sur ce time blocker là a permis de voir quelques incohérences sur le calcul qui était en train d'être mis en place. Sans ce meeting-là, on aurait peut-être mis beaucoup plus de temps à s'en rendre. Donc c'est important de pouvoir échanger, chacun son expertise et rassembler tout le monde. Ça permet d'accélérer. 9e reco, c'est la mise en place d'un rôle de support business. Quand je suis arrivé chez Eldo, il y avait un rôle de support, mais qui était un rôle de support technique. Donc vraiment récupération de bugs de la plateforme et qui venait soit les corriger elles-mêmes, soit les redispatcher à la partie tech. Ce qui me manquait quand j'ai récupéré l'équipe en tant que CPTO, c'était d'avoir une compréhension business des problèmes qui étaient remontés. Donc d'avoir quelqu'un entre l'équipe Product Engineering et l'équipe Customer Facing qui comprenne vraiment le business et qui puisse comprendre les pains au quotidien de ces équipes-là et vraiment avoir le bon discours et qui puisse faire vraiment une passerelle entre les deux. Donc ce rôle-là, c'était donc des tickets de support qui faisaient le lien entre l'aspect donc produit et technique et elle se focalisait vraiment sur les équipes Sales, CS et Care pour comprendre leur enjeu. Ça a été la première grosse différence. Et cette personne-là n'avait aucune tâche technique. Ce n'était pas l'objectif. Elle se concentre sur la résolution quotidienne des problèmes, l'identification d'opportunités, la communication avec l'équipe produit accrue sur les problématiques business. Son rôle n'était pas que d'être dans l'échange. Il était aussi d'optimiser les processus entre ces équipes-là, toute la partie Customer Facing et toute la partie Product Engineering. Et ça incluait les process, évidemment, mais ça incluait aussi la relation humaine, très important. Ça incluait la connexion entre les différents outils, pour tout ce qui était ticket / remontée de bugs, et toute la coordination générale. Ce rôle a été super bien accueilli par les équipes, qui ont eu cette sensation d'avoir une nouvelle écoute différente, qui venait compléter ce que faisait déjà la partie Product. Avoir un pourcentage des primes en commun. Ça paraît anodin, mais ça fait le taf quand tu vas avoir des équipes qui se tirent pas la bourre et qui vraiment se serrent les coudes et se disent en plus de tout ce qu'on vit au quotidien, on a une prime à aller chercher ensemble. Alors individuellement, ils se le disent pas forcément. Par contre, toi, tu sais que pour atteindre cet objectif-là, toi, tu as un taf à faire. Et vu que c'est un objectif cross-team, tu sais qu'il y a l'autre bout du chemin qui doit être fait par quelqu'un d'autre. Et eux, de leur côté, c'est exactement pareil. Donc très naturellement, humainement parlant, en tout cas pour la plupart des humains, on n'a pas forcément envie de venir créer une frustration chez quelqu'un d'autre. On va essayer de se donner au maximum là-dessus. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses, que tu vois maintenant comment avancer. Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager en commentaire si tu connaissais déjà ces symptômes, la totalité ou certains. Qu'est-ce que toi t'as pu faire dessus? Est-ce que t'as mis des choses, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que t'as certaines recommandations que t'as déjà tentées? Pareil, n'hésite pas à commenter, je te répondrai et ça servira à toute la communauté. En tout cas, merci beaucoup à toi. Si ça t'a plu, à liker, à partager, à commenter au maximum et partage autour de toi, ça peut servir à quelqu'un d'autre. N'hésite pas aussi à faire un tour sur la newsletter alessandrocpo-substack.com, tu l'as encore en description. Et bien évidemment, écoute, je te dis à très vite sur la chaîne et pense à mettre la petite cloche. Ciao, ciao.